Alors, bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième masterclass. Devenez le salesman de vos projets data avec notre invité du jour. Alors, on a déjà un petit peu spoilé, Mathieu Cornec. Bonjour Mathieu. Bonjour Florence. C'est sympa d'être avec nous aujourd'hui. Je suis hyper contente de t'avoir avec moi. On va en profiter un max. Et puis, merci à tous ceux qui nous rejoignent en live également. Si vous avez envie de laisser des petits messages, de nous faire un petit coucou dans le chat, nous partager vos questions au fil de l'eau, n'hésitez pas, hein. On va les récupérer, les traiter au fil de l'eau, peut-être à la fin, on va voir comment ça va se passer. En tout cas, on se fera un plaisir d'y répondre. Alors, je vous propose qu'on plonge directement dans le cœur du sujet, devenir le salesman de vos projets data. Et je te propose, Mathieu, pour commencer, parce qu'il paraît que tu es un bon salesman, que tu nous fasses le salesman de ton parcours. C'est quoi le pitch de ton pédigré? Alors, assez simplement, le mot sales, j'étais un peu dedans. À défaut d'être un bon salesman moi-même, j'étais dans des entreprises qui font de la vente. Donc, j'ai passé les 10 dernières années dans des entreprises, je pense que les gens qui sont avec nous connaissent certainement, c'est-à-dire Cdiscount, où je suis rentré comme Chief Data Science en 2012. Et petit à petit, j'ai des responsables de la data et d'un autre sujet qui parle aussi de la vente, qui est le marketing. Et après, j'ai rejoint les équipes en fait de Mano Mano pour m'occuper de tout le scope marketing et aussi des différents sujets data. Avant ça, dans une autre vie, du coup, je crois que je suis allé dans le e-commerce vers 2012 parce que j'ai toujours aimé la data, c'est ma formation de départ, je suis ingénieur là-dedans. J'ai passé les premières années dans le public et le parapublic à faire un peu de R&D et compagnie. C'était intéressant, mais j'aurais aimé que la donnée soit plus actionnable. Et donc là, on est, pour ceux qui se rappellent, je pense qu'on est en 2011-2012. Il y a la première fois que le mot big data apparaît. J'ai tous mes amis qui sont en finance de marché. Moi, je viens de terminer une start-up et je me dis, tiens, il y a peut-être un train à prendre et c'est l'occasion de faire un truc marrant qui est la data et de la rendre actionnable. Et c'est comme ça que voilà, je rentre dans le e-commerce en 2012. Voilà, c'est un petit peu ça mon parcours. C'est faire de la data et la rendre actionnable avec de l'impact. C'est ces deux sujets-là qui m'amusent bien. Ce fameux côté business, ce côté marketing. Et c'est pour ça que j'avais super envie de t'interroger sur le sujet, parce qu'on a pas mal échangé déjà, on a déjà eu pas mal l'occasion. Et d'ailleurs, c'est toi qui m'avais soufflé cette formule de salesman, que je trouve assez géniale. Ça m'a tout de suite fait penser à Leonardo DiCaprio, dont on parlait tout à l'heure avec son stylo. Parce que je pense que c'est vraiment ça l'idée. Il faut réussir à vendre des projets data en interne. Il y a vraiment ce côté vente. Et c'est pas forcément simple, hein, de devoir les vendre. D'ailleurs, dans quel type de situation est-ce qu'un Chief Data Officer se retrouve à devoir vendre? Je pense, en fait, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que si je reprends la genèse de ce sujet, c'est je rentre à Cdiscount en 2012, tout le monde est hyper content de me recevoir, il y a plein de data, il y a plein de choses à faire, donc il y a un emballement, l'entreprise investit. Et si je suis honnête avec vous et que ça reste vraiment entre nous, en fait, il y a quasiment rien je mets rien en production quasiment pendant 2 ans. Donc je suis un peu seul, j'ai pas encore d'équipe et compagnie. Alors, à la fin, les choses se mettent à marcher. L'équipe finit par faire 40 data scientists 6 ans après. Mais je me dis, c'est quand même bizarre ces 2 premières années. Alors, il y a plein de choses. Il y a les limites de ma personne, etc. Et donc, ça m'a posé la question de qu'est-ce qui fait que ces 2 premières années ont été aussi longues, aussi pénibles. J'ai croisé d'autres aussi, responsables data, chief data officer, qui ont pu connaître cette traversée du désert. Parce que je pense qu'il y a deux cas de figure finalement. Il y a le cas de figure où en tant que Chief Data Officer, vous avez déjà plein de budget, d'équipe, et limite, votre problème, c'est de délivrer. Et il y a un autre cas de figure qui est les débuts de la data. Je pense que pas mal de gens ont Même dû connaître, aujourd'hui, hein, même aujourd'hui, hein. même aujourd'hui, où finalement, vous n'avez pas le budget. Et en fait, il faut convaincre d'autres personnes, dont certainement le PDG de l'entreprise. Et du coup, cette position-là, bah, c'est bien, il faut convaincre quelqu'un qui a le budget, il faut vendre. Et donc, ça nous revient à cette histoire de salesman. Pourquoi? Parce que le contexte, c'est que vous n'avez pas le budget et que vous devez convaincre des gens, au COMEX, le PDG, d'investir dans votre projet. D'acheter. Et la question, il y a plein de freins à ça. Alors, je pense que je ne pourrais pas être exhaustif, mais il y a les gens qui n'ont rien à faire, les gens qui comprennent pas, les gens qui comprennent mais qui disent c'est quand même compliqué. Il y a les gens qui disent c'est compliqué, mais attends, ce que tu es en train de me dire, Mathieu, c'est que c'est pas sûr que ça marche. Parce que faut bien se dire, pour la personne moyenne du COMEX, dont j'ai fait partie d'ailleurs à certains moments, un projet data, c'est quoi? C'est comme un projet IT, c'est-à-dire que c'est long, c'est pénible, mais la particularité d'un projet data, c'est qu'en plus, on n'a aucune garantie que ça marche. Donc, autant dire que Je ça mobilise garde, pas les foules. je, je Après, on a garde, aussi, je garde la phrase, je garde la phrase. On va la ressortir, celle-là. ça sera en licence libre. Ah, très Et bien. du coup,
Et du coup, il y a aussi les gens qui se disent, ah, j'ai peur que ça me prenne mon métier. C'est-à-dire que je fais un type de métier et ce gars de la data qui arrive, il va automatiser ce que je fais. Qu'est-ce que je vais faire derrière? Donc, ils ont aussi de la peur par rapport à tout ça. Donc ça, Et c'est les principaux freins. Il y en a d'autres, mais qui font que il y a ce truc très pénible, je trouve, quand on commence la data dans l'entreprise, c'est que finalement, la charge de la preuve que ça va marcher est à nous. Et le paradoxe de la data, c'est qu'au début de la data, il n'y a pas de data pour démontrer que ça va marcher. Donc, comment on fait face à des gens qui ont du budget pour les amener en fait à les convaincre qu'il faut alors, y aller, qu'il y a de la valeur et tout, d'où le d'où qu'on est dans de la vente en fait. c'est ça. Alors, c'est quoi la stratégie de vente d'un produit data, d'un projet data? Je pense qu'il y en a plusieurs. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on a tendance, nous, on est dans une population déjà plutôt introvertie. On parle de choses, certains d'entre nous viennent du monde de la recherche, donc ils sont très précautionneux sur ce qu'ils savent et ce qu'ils savent pas. C'est un monde que je connais un peu parce que j'avais fait moi dans mon passé aussi une thèse. Donc on est très précautionneux, ça on sait pas. On ennuie un petit peu déjà les gens. C'est-à-dire qu'on leur parle à un niveau très technique, ils vont pas forcément comprendre. Donc, on est en train d'essayer de parler en fait au cortex des gens. Sauf que, alors j'avais vu cette image dont je t'ai parlé une fois, je crois que tu avais bien aimé aussi. J'ai découvert ça chez un Américain qui fait de la vente. Il dit, essayez pas de parler très technique au début, parce que avant de parler au cortex, il faut passer en fait un cap qui est le cerveau reptilien. Il faut créer de l'émotion chez la personne. Il faut créer émotion positive ou émotion négative. Et nous, on parle directement à un niveau très rationnel. Donc, il faut savoir susciter l'intérêt, idéalement une émotion positive, faire envie pour donner hop, Et aux gens l'envie de continuer. en L'exemple que parlant, j'avais, ouais, je me permets, en parlant du cerveau reptilien, parce que c'était hyper intéressant, tu m'avais dit qu'il y a trois types de réactions du cerveau. oui, Soit le la... cerveau reptilien, c'est ça. Le cerveau reptilien, il dit, il y a trois types de réactions. Il voit passer quelque chose, soit il a envie de le manger, ça lui plaît, soit ça lui fait peur, il a envie de le tuer, soit il sait pas, il s'en fiche, il laisse passer. Et en fait, il faut arriver à soit créer de l'envie idéalement, ou créer une autre émotion qui est le faire bouger, il a peur et il bouge. Et nous, je pense, notre communauté, on parle à un niveau on parle directement au cerveau Einstein, le cortex, des choses très intelligentes, et on n'a pas passé cette barrière, en fait, du cerveau reptilien de notre interlocuteur, où on lui crée de l'envie ou un peu de peur d'émotion. Il faut qu'on crée de l'émotion chez l'autre. Je vois beaucoup ce côté volonté d'exhaustivité, de pas survendre, de dire la vérité, et c'est-à-dire de dire aussi que ben on ne sait pas si ça va marcher. Et enfin, il y a cette volonté d'honnêteté qui est, je trouve, tout à l'honneur des Chief Data Officers, mais qui est en situation face à des personnes voilà, qu'on doit réussir à convaincre, et pas forcément la première posture la meilleure à avoir au départ, on va dire. Donc, on commence d'abord par le cerveau reptilien. Ouais, il faut créer de l'émotion et qu'il y ait des choses qui leur parlent. Alors, ça veut dire qu'il faut bien connaître son interlocuteur. C'est quoi son langage? À quoi il pense en rêvant la nuit? C'est quoi ses KPI? C'est quoi les budgets sur lesquels il est? C'est quoi ses pains en fait? Comme ferait n'importe quel vendeur, de bien connaître son interlocuteur, il faut l'écouter. Ça prend du temps. Parce que quand on rentre dans une entreprise, on ne sait pas forcément comment ça fonctionne. C'est quoi son réseau de partenaires? Sur quoi il est jugé par son boss, son N+1, son N+2? Qu'est-ce qui lui fait peur? Qu'est-ce qui le fait rêver? Et à partir de là, on est capable déjà d'adapter un discours où on va pouvoir faire tilt. On va lui parler dans son langage, on va lui parler en nouveau client, on va lui parler en coût d'acquisition, on va lui parler en prévision de vente, on va lui dire, ah, si on parle à quelqu'un du produit, je pense qu'en faisant ce type d'algorithme, on peut passer à une cote-part de 45%, etc., etc. Je reprends ta Et phrase, parce que je trouve qu'elle est hyper intéressante pour ceux qui nous écoutent. Bien savoir en quoi parle la personne. J'aime bien parce que c'est comme si c'était un langage. Est-ce qu'il parle en euros? Est-ce qu'il parle en nombre de clients? Hein, c'est trouver ces KPI, ces oui, KPI clés. c'est ça. C'est absolument clé. D'ailleurs, dans les développements des équipes, quand les équipes deviennent grandes, c'est important souvent de décentraliser les équipes, en partie pour que nos équipes data créent de la relation avec ces équipes-là et bien la sémantique des équipes logistiques, des équipes marketing, des équipes offre. Tout ça prend du temps parce qu'il faut qu'on l'ingurgite. C'est pas que des chiffres ou des modèles. Il faut qu'on ait la sémantique et donc on est capable de parler le langage et de créer de l'émotion chez notre interlocuteur. Faut avoir un média qui leur parle. Moi, l'exemple que j'avais en tête, c'était qu'on avait fait chez les acteurs dont je voulais parler, c'est le moteur de recherche. C'est un gros sujet. On peut parler en termes techniques sur les index qu'il y a. On peut parler même avec des graphiques et des chiffres et ça ne parle pas forcément. En revanche, si vous arrivez à créer voilà, déjà un prototype, il y a d'autres intérêts au prototype,
Vous leur mettez dans les mains et là, c'est incroyable parce qu'ils ont une visualisation, ils se projettent dans ce que ça peut être demain en tant que client, ils peuvent jouer avec. Et donc, vous créez beaucoup plus facilement de l'émotion que si quand les sujets s'y prêtent, hein, que quand on est avec des graphiques, avec des tableaux Excel, etc. Donc, c'est d'aller dans le langage de la personne, d'aller dans la visualisation quand c'est possible et d'aller même dans des prototypes sur lesquels les gens peuvent jouer, s'approprier et être dedans. Donc, il faut aller dans cette dimension-là avec l'autre. Toi, tu faisais souvent le parallèle aussi avec la voiture électrique. Tu disais, il faut déjà savoir à quoi va ressembler une voiture avant d'avoir envie de l'acheter. Enfin, voilà, il y a pas mal d'étapes. Il faut réussir à se projeter concrètement, quoi. Oui, oui, ben ça c'est la voiture électrique. On sent bien que pour la vendre, si on nous expliquait toutes les caractéristiques en fait techniques de batterie d'une voiture technique, ça serait pas forcément le plus sexy. Et c'est vrai que les populations data, comme on vient souvent du monde de la recherche, ingénieur, on explique souvent le comment avant d'arriver avec en conclusion le résultat. Donc on a perdu 90% de notre audience. Si on commence par la fin, le résultat, c'est-à-dire la belle voiture, on s'arrête là et on vend la voiture, la Tesla. Et éventuellement, 10% des clients nous posent la question de comment ça marche au niveau de la batterie, des techniques, et là, on leur répond. Donc, c'est bien dans ce sens-là, on part de ce qu'on voit, de ce qui donne envie. L'émotion de la voiture, c'est la carrosserie. Et si les gens veulent en savoir plus, on les rassure d'un point de vue technique et non pas la genèse de comment on construit la voiture électrique pour tout à la fin voir à quoi ressemble. Je pense qu'on voit tout à fait le cheminement. Il ne faut pas rentrer dans le comment, il faut aller à l'objectif. Et finalement, tu disais, la question, ça devient le quand, en fait. La personne que tu as en face de Idéal- toi. Idéalement, oui. Quand les gens nous demandent souvent le comment, c'est parce que, en fait, ça y est, on commence à leur faire envie. Il y a une petite émotion qui arrive qui est, ah oui, mais est-ce que ça va marcher? Quel est le risque lié à ça? Donc, on a ce besoin de venir les rassurer. Et donc, venir les rassurer, c'est de leur expliquer comment ça va se faire. Le besoin de les rassurer, quand on peut, ça passe par un prototype. Le prototype, en fait, c'est une des techniques pour rassurer les gens en face. Donc, on voit qu'on est sur un jeu d'émotions, il faut qu'on crée l'envie et dans un second temps qu'on rassure. On rassure en expliquant comment. On rassure aussi, ben voilà, dans la communication, en dosant nos explications de ce qui peut marcher, pas marcher. On rassure en faisant des prototypes. Et donc, c'est ce jeu de émotion positive, rassurée, qui fait que les gens peuvent nous écouter, nous faire confiance et mettre un premier billet pour voir. Et Parce que la justement, data, à ce ouais. niveau-là, quand elle est au début, la data est un pari. Clairement. Et d'ailleurs, toi, tu as toute une petite logique que tu m'as partagée quand on a préparé ce webinaire sur la gestion de son portefeuille de sujets, justement, pour réussir à lever les freins, parce que ça, c'est un vrai sujet. C'est quoi un petit peu tes techniques à toi pour choisir les projets, prioriser les projets, les premiers, là, les tout premiers, pour réussir à donner envie, à rassurer? C'est ça. Je pense qu'il faut, bah, il y a ce côté prospection, c'est-à-dire on parle avec les différents incluteurs d'entreprise, les différents, si on peut, les différents membres du COMEX, et là on voit en fait plusieurs sujets en fait qui ressortent. Et donc dans ces sujets-là, il y a des sujets qu'on peut mettre dans un diagramme XY où il y aurait fort impact et le risque. Et donc on a un portefeuille de projets. C'est le début. On nous fait peut-être pas encore complètement confiance parce qu'on n'a pas fait nos preuves dans l'entreprise. Et donc, ma recommandation ici, c'est d'aller vers les low-hanging fruits, c'est-à-dire les projets où on se dit, ah, avec mon petit nez, je sens à 90% de chances que ça va marcher. Voire même, je peux tester avec ma petite équipe, est-ce que ça va marcher ou pas. Donc, je choisis ces projets, je choisis les premiers projets où je pense que mes chances de réussite vont être très bonnes. Et ça me permet en fait de gagner mes premières étoiles et d'être crédible auprès de mes interlocuteurs. Où on se dit, ah, Mathieu, quand il dit quelque chose, ça marche, et donc ils ont envie de plus parce que on leur a donné quelque part les premiers échantillons, les premières doses qui fait le produit est bon, j'en veux plus. Un petit peu comme dans un supermarché où on nous donne Un certains morceau de saucisson. fromages. Oui, ou fromage à thé, exactement. Et donc après, ça c'est l'étape 1. Commencer par des choses faciles, même si c'est pas le plus fort impact pour montrer que ça marche. Même si dans le discours vous dites, bah, on fait ça, mais demain il y aura le truc plus gros. Parce que si on reste aux petites choses, on n'intéresse pas les gens. Donc il faut leur vendre du rêve, la vision globale, mais on commence par les low hanging fruit, c'est-à-dire les projets les plus faciles. Excuse-moi, Après, ça veut dire qu'il faut quand même être capable de gérer sa propre frustration, parce que j'imagine que quand on est CDO, on connaît tout le potentiel de tout ce qui est possible de faire, on a envie d'y aller direct. Il faut vraiment, faut prendre sur soi, non? Ça doit être un peu. pense en tout cas, dans le cas à moi, on voit plusieurs choses et on a envie d'aller vers les choses où on se dit quand même au début que ça va marcher. Après, la deuxième étape, c'est qu'on a fait les longues fruit et là, c'est plus compliqué. C'est, mon Dieu, j'ai encore ces projets à faire, mais je le sais, ils sont risqués.
Et là, c'est hyper compliqué cette position-là parce qu'on se dit, on a envie d'apporter de la valeur, mais on sait que dans le monde où on est, parce qu'on a fait de la recherche, parce qu'on a cette expérience-là et tout, que en réalité, notre taux de réussite est de 25%. C'est la catastrophe parce qu'on est avec des gens qu'on beau se dire ouvert et compagnie. Si on n'a que 25% de taux de réussite, on est un tocard et notre situation devient de plus en plus compliquée pour dire une litote. Et donc, c'est là où une technique peut être de dire, j'identifie ces 4 sujets et je viens les travailler en fait dans un petit lab avec mes équipes quand ça s'y prête, hein, parce qu'il y a des projets qui ne s'y prêtent pas. Et du coup, c'est pas que je mens, c'est dit je travaille sur ces choses-là. Mais à partir du moment où ça veut dire que si je travaille sur 4 projets, il y a des fortes chances qu'il y en ait un sur les 4 qui marche. Et à partir du moment où je commence à sentir que ce projet sur les 4 marche, là, je vais beaucoup plus communiquer dessus. Donc, c'est pas une histoire de mentir ou pas mentir, c'est doser sa communication en fonction des sujets. Je fais rentrer en fait des sujets où je suis dans un niveau de risque qui est plus important dans mon portefeuille de projet data. J'ai que 25% de réussite. J'essaye d'aller vite, un petit peu dans une démarche de R&D. Quand je vois dans les 4 projets ou dans les 10 projets, les 2 qui sont en train de marcher, là, je commence à plus communiquer dessus. Donc, c'est une façon d'adapter les choses par rapport à l'aversion au risque de notre environnement. Ça, c'est très compliqué à gérer par une personne data parce qu'il se dit, si je prends pas de risque, et bah, du coup, rien ne se passe. Mais si j'en prends, bah, je suis pas magicien non plus et je vais faire des choses qui ne vont pas Accroché. marcher. Ouais, ouais, tout à fait. Exactement. Il y a Valérie qui nous pose une question qui est intéressante. Est-ce qu'il vaut mieux choisir des buzz topics ou plutôt des sujets de niche core business? Je connais déjà ta réponse, elle est vachement intéressante d'ailleurs. Euh, Ma réponse à ça, c'est les deux en fait. C'est-à-dire que il faut qu'on ait les projets core business parce que je pense qu'on va savoir avec plus grande chance que ça a de la valeur et que ça va apporter. En revanche, socialement, c'est compliqué de ne pas dire je vais explorer une nouvelle technologie. Exemple, j'étais donc chez Cdiscount, il y a tout ce qui est les assistants vocaux qui sortent. C'est pas le truc dont j'étais le plus persuadé, pour dire honnêtement, avec la casquette Mathieu, etc. Il y avait tellement d'engouement, tellement de buzz, c'est extrêmement compliqué d'être la seule personne, en plus, qui logiquement a la responsabilité du sujet, disant je n'y crois pas, ça va pas marcher, alors que vous avez tout le marketing d'Amazon, de Google et compagnie. Vous êtes obligé de les faire, mais il faut aussi faire les sujets core business. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a fait au mieux, on l'a fait à fond avec l'aide de partenaires et compagnie. Ça n'a pas été, comme vous le savez, les assistants vocaux, ça n'a pas été une révolution et compagnie, mais on ne peut pas ne pas les tester, en fait. Parce que quand il y a une nouvelle technologie, on s'attend. Donc là, il faut faire tout parfaitement, mais ne pas négliger les sujets core business non plus, parce que les sujets core business, c'est là où on a 95% de chances que ça apporte de la valeur. Ouais. Et donc, Et, comment et voir les choses? Pour moi, c'est, en fait, il faut voir ça comme un portefeuille de sujets. Et donc, il y a des sujets, c'est un peu comme vous investissez, je sais pas, dans une assurance vie, vous avez du fonds euro et vous avez de l'action et vous avez même des trucs très exotiques. Et en fait, quand vous faites ça en bonne mère de famille ou bon père de famille, vous mettez par exemple 50%, 60% de votre argent dans du fonds euro et le reste, vous diversifiez dans des projets plus risqués. Bah, l'approche au niveau data, c'est la même chose, à ceci près que il y a peut-être cette subtilité en plus de la communication où dans les sujets risqués, ce pool de sujets risqués, on va plutôt parler de celui parmi les 4 qui marche plutôt que de parler de tous et de parler des 4 qui n'ont pas marché en disant mon enveloppe de projets risqués a marché. Et vous êtes obligé de le faire parce que si vous ne mettez pas du risque, bah, en fait, vous n'intéressez pas les gens d'avoir qu'un rendement fonds euro, en fait. tu m'avais aussi raconté que dans tes critères, il y avait le fait que ça soit des sujets des fois à potentiel, mais un peu sous le radar. Je me souviens, tu m'avais parlé du moteur de recherche, je crois, c'était cet exemple-là. Ah oui, alors, Et je pense que le moteur de recherche, c'était comment choisir sur quel sujet on va, où est-ce qu'on trouve des gisements de valeur. c'est ça, et en Et même donc, temps un petit peu sous le radar pour pas que ça ouais. soit trop regardé dès le Oui, je départ disais, comme sujet, hein. le moteur de recherche, c'était rigolo parce que c'est un sujet finalement qui est gigantesque au niveau business, mais il y a tellement de recherches, hein, on parle de millions de recherches différentes que l'être humain ne les regarde pas parce qu'il y a trop de choses. Donc des fois, les gens sont sur la home page d'un site de e-commerce parce qu'on le comprend, et l'énorme partie du business qui est le moteur, on la touche pas. Donc là, vous avez quelque chose, un terrain de jeu qui est génial, c'est énormément de potentiel et les gens ne regardent pas. Donc vous avez pas un bac à sable, vous avez une plage entière où vous pouvez jouer. Donc ça, c'est une espèce de cadre un peu idéal où si vous avez la main dessus, il y a de la matière pour de l'impact et en même temps, paradoxalement, c'est pas très regardé parce que il y a trop de grains de sable sur la plage. Je trouve ça hyper intéressant comme dosage des deux. Je suis sûre qu'il y a des personnes là qui nous écoutent, qui sont en train de penser à certains projets qu'ils peuvent avoir en tête, qui pourraient correspondre à ces critères. Dis-moi, on a une autre question. On me dit, quand tu parles de projet data, est-ce que tu inclus aussi tout ce qui est ce côté un petit peu moins sexy que sont la data governance, la data quality management?
etc. Vendre un projet data, c'est global, c'est pas juste. Oui, oui, alors, les sujets, comme je dis en termes de parcours, j'ai beaucoup travaillé moi sur le haut de la pyramide data. C'est-à-dire que je n'ai pas managé en direct des équipes de data engineer, j'ai été dans les instances de gouvernance de la donnée. Et c'est une bonne remarque. La gouvernance de la donnée, c'est un sujet qu'il faut faire, mais un sujet qui n'est pas très sexy par essence. C'est moins visuel, moins tout de suite incrémental que peut l'être un système de recommandation, du CRM où on optimise les choses. Et donc là, il y a aussi besoin d'un sujet qui est lié aux émotions, où les gens ont un peu d'appréhension là-dessus. Parce que c'est plus dur de rendre sexy un sujet comme la data governance, même si c'est nécessaire. Mais je ne sais pas si tu savais, en fait, il y a un gros acteur du e-commerce en France qui a perdu, faute de data governance, en fait, qui a perdu en dizaines, pour pas dire une centaine de millions d'euros. Je ne dirais pas le nom de cet acteur, mais parce qu'il n'y avait pas de data governance, donc il n'y avait pas un suivi des stocks. Donc, comme c'était des acteurs en milliards d'euros et qui perdaient plusieurs pourcents de stock, après 10 ans, ils sont aperçus que la perte cumulée était monstrueuse. Et quand je te dis ça et que toi, tu es PDG d'une boîte de e-commerce et que je te raconte cette histoire, tu te dis, ah ouais, l'enjeu en termes de perte, il est monstrueux. Ce sujet qui était un sujet technique, qui m'intéresse pas trop, où j'ai mon gars ou ma C'est de personne de la l'administratif data en qui fait ça. plus. Ça, là, je viens de raconter une histoire où il se dit, ah ouais, les enjeux sont en fait hyper importants. Il a un exemple concret. Il comprend pourquoi il faut le faire. Et on a joué chez lui en disant ça sur une émotion qui est de l'appréhension que ça se passe mal. Voilà, faut savoir doser en fonction des sujets, soit de l'émotion positive, soit dire à la personne, écoute, tu ne t'y intéresses pas, mais sache, exemple 1, exemple 2, les gens qui ne s'y sont pas intéressés, est-ce que tu as envie d'être un de ces PDG qui ne s'est pas intéressé à ce sujet Ah, pas ou qui a mal. sous-investi? C'est un peu ça derrière lui. Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont... Mais tu as tout à fait Non, raison. Mais il c'est faut trouver la aussi bonne formulation et s'adapter à son contexte. Mais technique de là, on vente, va hein. jouer C'est de sur la la technique data de vente. gouvernance. Mm. On va pas être dans l'uplift immédiat, on va être sur le risque de ne pas la faire avec des exemples concrets. C'est les exemples qui vont parler. Si on parle en exemple, on parle dans le langage de la personne. Il va se mettre dans le rôle du PDG de cet autre site de e-commerce qui s'est réveillé un jour avec plus de 100 millions d'euros de perte de stock. Tu veux pas que ça t'arrive si tu es PDG. On n'est pas dans la théorie, c'est arrivé à ton voisin. Tu fais quoi? Tu vends plus facilement ça quand tu es, je sais plus, Vérissure. C'est Vérissure, Si, j'allais dire. Voilà, c'est ça, c'est exactement. ça, c'est Vérissure. Si ton voisin s'est fait cambrioler, du coup, c'est plus facile de vendre. Ouais. Ça, c'est la fameuse émotion négative. Tout à l'heure, on parlait des émotions C'est positives à ça, l'émotion générer. négative, c'est l'appréhension, ouais. Ouais. Une variation de la peur, exactement. Le risque à ne pas faire. Oui, Alors, ce que je trouvais intéressant aussi, quand tu parlais tout à l'heure des critères pour choisir un petit peu ses premiers projets, tu disais, il n'y a pas besoin d'aller dans la super tech, dans du temps réel, dans des trucs très compliqués. Au contraire, il vaut mieux essayer de trouver des choses où on peut avoir un impact et où on peut y aller par petites étapes. Et plusieurs fois, tu m'as parlé d'Excel. Alors, moi, je suis pas du tout une technique data, hein, tu sais. Hein. Moi, je ne fais que parler avec plein de gens. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chief data officers qui font un peu de l'allergie à Excel. J'ai l'impression que pour eux, la terreur, c'est que les équipes continuent à se servir d'Excel. Donc, je me dis que c'est intéressant de te faire un petit peu parler là-dessus. Qu'est-ce que tu voulais dire? alors, il y a deux sujets. Moi aussi, je pense qu'avec ma casquette data, j'ai une partie allergique à Excel. Je crois que mes 2 premiers jours d'expérience professionnelle, j'étais dans le public à l'époque à l'INSEE. Et on me dit, Mathieu, on n'arrive pas à sortir nos chiffres, il y a un truc qui ne marche pas. Regarde ce qui ne va pas dans Excel. J'ai mis 48 heures à comprendre le problème parce que en fait, c'était un fichier qui appelait un fichier qui appelait un fichier. Il y avait quelqu'un qui, dans un de ces multiples fichiers, c'était un graphe de fichiers, n'avait pas tiré une formule. Et ça avait généré aucune erreur. Et donc, je me suis dit, mais l'enfer, en fait, ce truc, quand on est en production et compagnie. Et je reste persuadé que pour plein de choses, il ne faut surtout pas Excel. Et Excel n'est pas, je veux dire, c'est mon ami, mais il faut voir pour quel sujet on le fait. Ce que je dis en revanche, quand on est un chief data officer ou quelqu'un de la data et qu'on cherche des gisements, on cherche de la valeur, on cherche des gisements. J'ai parlé de l'exemple du moteur, où il y a beaucoup de données qui n'est pas regardée. Mais une autre façon de regarder où il y a des gisements, c'est de se dire, et de la valeur, c'est qu'est-ce qui est utilisé en termes Excel? Qu'est-ce que les opérateurs dans l'entreprise où je suis sont en train de manipuler de me donner? Comment ils font? Et là, il y a forcément de la valeur parce qu'on a des gens derrière qui l'utilisent. Donc, il faut regarder ce qu'ils font, comment on peut automatiser ce qu'ils font, comment on peut optimiser ce qu'ils font, etc. Donc, il faut vraiment regarder au sein de l'entreprise où est-ce que la data transite. Et si elle transite par Excel, c'est qu'il y a un opérateur humain derrière, une personne, c'est que le sujet est important, qu'il y a sûrement des choses à y faire. En revanche, par rapport à mon exemple du moteur de recherche, c'est souvent des enjeux plus compliqués, plus complexes, parce que comme il y a une personne derrière, il y a l'enjeu du métier de la personne. Donc, c'est est-ce qu'on transforme le métier et du coup, on empower la personne? Elle peut faire plus avec moins, mais elle est toujours sur Excel. Ou on se dit, ce sujet-là a vocation à être complètement optimisé, il faut que la personne fasse d'autres choses.
Et donc, ça peut être plus dur à transformer parce qu'il y a des enjeux humains derrière. Donc, je parlais d'Excel en disant, Excel, c'est souvent une bonne chose pour savoir où il y a de la valeur parce que des humains, il y a des salaires derrière, des humains, ils passent du temps. Je sais pas ce que vous en pensez, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à mettre des commentaires là-dessus. Moi, je la garde la phrase parce je trouve qu'elle est assez piquante, hein. Je vous avais promis un invité assez piquant. Là où il y a de l'Excel, il y a de la valeur. Je trouve ça, je trouve ça top. J'aime bien celle-là. Je trouve qu'elle, elle donne L'exemple que envie. j'avais peut-être pour donner, je t'interromps, mais peut-être pour donner Je un t'en prie. exemple à notre auditoire, quand on m'a donné la responsabilité là, du marketing chez Cdiscount, tout était traité, les mots-clés, c'est-à-dire comment dire, les enchères qu'on faisait sur Google étaient traitées à la main. Donc c'était un fichier Excel avec à peu près 1000 lignes et les gens décidaient tous les jours, tous les 2 jours, quelles enchères il allait falloir mettre. Et en même temps, il y avait voilà, une grande partie du business qui passait par ces enjeux d'enchères. Et vous vous dites, bah, là, c'est clairement un enjeu où il y a quelque chose à faire parce qu'il y a des gens derrière, il y a des millions d'euros, des dizaines de millions d'euros de budget qui transitent par ça. Il y a de l'impact. Après, ce qui est compliqué, c'est de faire de la transformation humaine. Mais c'est ce qui s'est passé, ça a été automatisé et ça a amené énormément de valeur. C'est un des exemples parmi d'autres parce qu'il y a Excel. Le change avec Excel est plus compliqué, mais c'est un signe qui a certainement de la valeur. On s'accroche à Excel. Alors, si J'ai on une revient, petite question, Florence. ouais, je t'en prie. J'ai vu qu'il y avait une question sur le taux de réussite de projet data. Je ne sais pas si tu l'as vu, Ah est non, à je l'ai pas vu 25%. passer. Non, je la vois pas. Vas-y, je te laisse. Donc, je lis la question de RAH. Le taux de réussite des projets data est de 25%. Est-ce que c'est une mesure officielle? Peut-on avoir plus de détails sur d'où elle vient? En fait, c'est rien d'officiel. Il n'y a rien d'officiel. C'est la pratique dans un écosystème. En fait, quand vous êtes voilà, quelques années dans un secteur d'activité, vous commencez à avoir vos petits nez pour vous dire, ah, ces sujets-là, on voit que ça va marcher parce que c'est de l'automatisation. On sent que ça va marcher. Ce sujet, on sent que ça va dépendre de la performance d'un algo. Quelque part, si on doit passer par un algorithme, on est un petit peu comme dans un concours Kaggle, il y a l'incertitude de quelle va être la performance de cet algorithme. Et c'est pour ça que je parle d'un taux de réussite à 25%. Imaginez que vous deviez deviner en amont pour un projet Kaggle quel va être le taux de réussite final, on ne le sait pas. Et donc ça, c'est des projets où, j'allais dire, par structure, on sait qu'il n'y a pas forcément beaucoup de chance. Si en revanche, vous dites, tiens, il y a beaucoup de données, il n'y a qu'un humain qui gère ça, vous vous dites, bah, ça serait quand même le diable si j'arrive pas à faire mieux. Donc là, le taux de réussite, il doit plus être à 60%, etc., etc. Très bien. Bah, justement, pour rebondir par rapport à ça, et puis après, on répondra à la question suivante, on reviendra sur le storytelling. Il y a un peu cette idée pour synthétiser que un Chief Data Officer, ça doit avoir une sorte de petit lab interne, pas officiel, on va dire, mais il y a ce côté être un petit lab interne. Tu veux commenter? Oui, ça c'est la technique en fait. Si on reprend cette image de portefeuille de projet, euh, il y a une autre exemple. Alors, est-ce que j'ai le droit de combien de temps pour raconter une histoire en fait? Allez, pas trop, t'inquiète, je te ferai le warning si besoin. C'est Mais elles sont intéressantes, tes histoires, donc on en profite. non, je crois que j'en avais parlé. C'est une histoire sur les 3 types de logique qu'on a en tant qu'humain. Il y a la logique déductive, c'est de dire bah voilà, tous les signes sont blancs, cet animal est un signe donc il est blanc. Il y a la logique inductive. J'ai vu 10 signes blancs, donc tous les signes sont blancs. Donc là, on est du particulier au général, tandis qu'avant, on était du général au particulier. Il y a une troisième type de logique qu'on connaît moins, qui est la logique abductive. Abductive, c'est il y a quelqu'un qui vous dit, il y a un signe noir à Melbourne ou à Sydney, on n'en a jamais vu dans le passé, il n'y a aucune data qui dit ça, mais on est capable d'aller monter une expédition, d'aller visiter les rues de Sydney et voir s'il y a un signe noir. Et ce troisième type de projet, ils sont hyper importants parce que les 2 premiers, c'est de l'optimisation. On optimise, on sait que ça va marcher, sauf que c'est un peu comme un puits de pétrole qu'on finit d'épuiser. On sait qu'il faut le faire, mais que dans 5 ans, il faut absolument qu'on aille explorer des nouveaux sujets. Et donc, c'est la même chose avec votre portefeuille data. Il faut avoir des projets déductifs, inductifs, où on sait que le taux de réussite va être de 95%, on le sent, c'est de l'optimisation. Mais en même temps, il faut aller traiter ces petits sujets un peu foufou qui vont créer de la valeur dans 5 ans et où le taux de réussite, il est beaucoup moins bon. Et donc, pour traiter ça, une façon de le faire, c'est d'avoir son petit lab de R&D, de choisir des sujets, si c'est possible, où on peut prototyper et d'en extraire sur ces 2, 3, 4, 5, 6 projets, les projets qui vont marcher. Des fois, il y a des entreprises qui ont cette démarche-là et parce qu'elles exposent trop les sujets, c'est contre-productif. Je me rappelle par exemple à EDF, c'était l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, où Google avait créé les 10% d'innovation. Ça veut dire que Google mettait 10% en fait de ses énormes revenus sur des projets un peu fous, les projets X, etc. Et EDF s'est dit, on va faire la même chose, ça ne sera pas le 10%, mais le 3%.
Mais en fait, quand vous travaillez sur le 3%, où là, on testait les projets les plus fous chez EDF, c'est hyper complexe parce que tout le comité de direction, tout le COMEX regardait ce que vous faisiez dans le 3%. Donc, s'il y avait un endroit où il fallait pas se tromper, c'était le sujet sur les 3%. Alors, paradoxalement, Alors que c'est c'était le terrain de jeu 3% qui des... devait financer des projets avec beaucoup d'échecs. Excellent. Ça veut dire qu'il ne faut pas communiquer sur le déchet. Tout dépend de son interlocuteur, en fait. Si vous êtes quelqu'un, c'est ça qui est compliqué dans la position de Chief Data Officer. Si vous êtes avec quelqu'un qui vous met du tir dès que vous avez la moindre erreur, bah, en fait, vous n'êtes pas bête. Vous n'allez pas vous prendre des coups. C'est-à-dire, si toi, tu es ma PDG et tu es hyper ouvert, tu sais que c'est 25%. En fait, je t'en parle. Je suis hyper transparent et compagnie. Si je suis avec quelqu'un qui dit oui, tu peux tout tester, mais je sens que dès que mon taux d'erreur il commence à être plus grand que 10%, je suis pas un masochiste, je vais pas aller chercher quelqu'un, je vais pas aller dire quelque chose où je vais me prendre des coups. J'ai pas envie de mentir non plus. C'est juste que je vais doser mon niveau de communication en fonction de mon interlocuteur. Et ça dépend de chaque environnement. Il y a des environnements qui sont hyper ouverts sur le test and learn, sur le fait qu'il y a de l'échec, ils sont même contents. C'est un peu comme quand on est commercial, pour avoir un oui en prospection, il faut se prendre 19 non, tu le sais et je le sais. Et du coup, on est hyper à l'aise avec ça et on se dit, même si tu t'es pas pris assez de vent, c'est que tu n'es pas allé prospecter assez, chercher assez, chasser assez. Mais si on est avec des gens dans le monde industriel qui veulent pas ce niveau d'erreur, ok, etc., bah, faut adapter le discours, mais en même temps, il faut avoir des billes pour dans 5 ans, donc il faut tester. Donc, je parle Ouais. pas de mentir, etc., mais d'adapter la communication en fonction de son interlocuteur. Ça, c'est hyper important. Le côté mentir, communiquer, ça reste des compétences de salesman. Et c'est pas simple toujours pour les chief data officers. Je suis désolée, j'ai mal à la gorge. Parce que c'est les profils tech ingénieurs. Ils ont envie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils ont envie d'être exhaustifs, d'être précis. Et quand tu leur dis qu'il va falloir marketer leur message, ils sont pas forcément super à l'aise avec ça. Oui, Est-ce parce que que marketer dans le langage courant, ça veut dire mentir. c'est un peu Là, vrai? on parle pas, évidemment, on parle pas Embellir de la mensonge. mariée. Ouais, complètement. Ça veut dire embellir la mariée. Oui, là, ce que je dis, c'est qu'on a un pool de sujets. On dit dans ce pool de sujets, t'inquiète, il y en a qui vont marcher et on parle du pool. Si la personne veut savoir, on peut détailler. Donc, on n'est pas en train de mentir. On dit bien qu'il y a une réussite, en fait, de ce lot de projets plus risqués, un peu comme dans une assurance vie où on a les actions. Bah, en fait, cette action va tirer tout, mais peut-être qu'il y en a 5 autres qui vont pas marcher. Mais au global, ça aura marché. Un VC, par exemple, un investisseur de fonds risque, quand il est en seed, c'est-à-dire les premiers investissements, à partir d'1 million d'euros à peu près, d'investissement, les premiers millions d'euros, le taux de réussite, en fait, c'est une boîte sur 100 ou deux boîtes sur 100. Donc, ils sont complètement à l'aise avec le fait que toutes les entreprises ne marchent pas et ne deviennent pas, en fait, des licornes. Oui, tout à fait. J'en profite, toujours une autre question, c'est hyper intéressante. Dans ce côté vente des projets, on te demande si tu avais, si tu as eu l'occasion de vendre à d'autres équipes que business. Et comment tu faisais? Est-ce que tu les consultais? Est-ce que tu les embarquais dès le départ, dès la roadmap, en amont? C'est quoi un Des petit peu sujets tes autres que, alors, des sujets autres que business, ça, archi, oui, équipe data? oui. Alors, ça, j'ai plutôt eu à les convaincre. C'était un enabler pour ce que je faisais. Donc ça, c'est un autre sujet dans les freins. C'est que 30% de la difficulté, pour moi, elle est du côté IT pour plein de raisons. C'est que potentiellement, on n'a pas le droit de taper dans les bases, donc c'est de la prod et on n'a pas le droit de faire de l'analyse et des algos dessus. On a des freins en type de ah, mais ce que tu nous racontes, Mathieu, c'est pas scalable, les algos, ce genre de choses. Ils voient pas d'un bon œil qu'on fasse partie du système d'information toujours. On n'est pas très intégré. Ça dépend si on est au sein avec un CTO ou si on n'est pas dans l'équipe du CTO. Donc, c'est plus des gens qui peuvent être un frein ou un enabler que des gens à qui on va vendre, en tout cas, des projets à valeur ajoutée business. Et Donc, comment moi, tu les j'étais. embarques? Comment tu les embarques si c'est pas pour leur vendre? Alors, C'est pas c'est simple. super question. Ouais, c'est hyper. C'est complexe. Moi, j'étais dans des cas où il y avait un frein. Ça m'arrivait dans des cas où on n'avait même pas accès aux bases de données, où on n'avait pas accès à des serveurs, on ne pouvait pas mettre en prod et tout. Donc, des fois, certains d'entre vous peuvent être dans des choses qui sont même très conflictuelles et bloquantes. Donc, ça m'est arrivé dans ces cas-là. Alors, je ne sais pas si c'est des cas qui sont les plus extrêmes, mais en fait, de quand même le faire. On a eu de la prod sur des millions d'euros sur un laptop, en fait, qu'on faisait tourner tous les jours. Truc absolument horrible, mais on a démontré que ça avait 100% de valeur ajoutée. Une fois que vous dites ça, bah, en fait, il n'y a plus le choix, on ne peut plus revenir en arrière et dire on s'assoit sur 100% de valeur ajoutée. Donc, on a enfin la discussion, si vous n'avez pas pu l'avoir avant, de comment on met en prod, comment on fait des choses qui sont compliant avec le système d'information.
bah, vous mettez le pied dans la porte, vous démontrez que ça apporte de la valeur, et après on se parle parce que du coup on ne peut plus retirer ce que vous avez fait. Donc on va dire que c'est pas le plus collaboratif et tout, mais certains d'entre vous ont dû être dans des situations où ils n'avaient pas d'autre choix pour exister et pour apporter de la valeur, de forcer un petit peu les choses, démontrer. C'est un peu le prototype. Et après, idéalement, ce qui était mon cas à la fin, parce que c'est pas très pérenne comme façon de travailler, c'est d'arriver, bah voilà, à créer du goodwill avec le CTO, de l'intéresser au sujet et d'avoir ses équipes à lui qui travaillent avec les vôtres si nécessaire pour que les intégrations se passent bien. Que si vous faites, je sais pas, en data science du Python, que ça soit reconnu officiellement comme un langage du système d'information, etc., etc. Mais au début, ça peut être très complexe parce qu'il vous voit comme quelqu'un qui va venir faire joujou dans le système et faire n'importe quoi. Vous n'êtes pas forcément vu comme des développeurs, on ne comprend pas trop ce que vous dites et vous polluez son système d'information. Donc les débuts peuvent être compliqués. Dans certains cas, c'est très collaboratif, dans d'autres, ça n'est pas. Donc il faut retourner vers le prototype, faire envie aux décideurs, démontrer que ça a de la valeur avec, si on peut, en backtest. Si on a le backtest, c'est bien. S'il faut backtest et le live test, faire le live test. Il faut en fait faire basculer les choses et avoir ses premières victoires pour être rendu crédible. Et dans ce cas-là, l'IT est obligé de suivre parce qu'il y a de la valeur. Très bien. Super. Merci. Si on revenait à cette histoire de posture, pour être à l'aise avec cette posture de vendeur, est-ce que tu penses que c'est possible d'être un bon salesman des projets data et d'être en même temps un bon expert data? Est-ce que c'est Dis possible, oui, dis oui, s'il te plaît. est-ce que c'est possible, Florence, de parler en français et de parler en anglais, même si on ne s'y testera pas tous les deux? Mais vas-y, vas-y. Bah, en fait, si je te souffle la réponse est oui. C'est juste la complexité, c'est qu'il faut deux cerveaux. C'est qu'il faut avoir un cerveau quand vous êtes à la manœuvre avec vos équipes, où vous remettez en fait, vous êtes comme une mini-entreprise. Et donc, pour faire vivre cette mini-entreprise, si vous n'avez pas en fait un département de sales à vendre le projet, et c'est souvent pas vos équipes qui ont cet ADN-là, bah, vous n'allez pas développer vos sujets, ça va être moins fun. On va vous regarder comme quelqu'un qui n'apporte pas de la valeur. En revanche, une fois que vous avez vendu, comme vous êtes en même temps la même personne qui allait devoir délivrer, il faut revenir sur des choses vraiment très scientifiques, informatiques, très factuelles. Et là, vous rechangez de cerveau. Donc la difficulté, c'est un peu comme quelqu'un qui est freelance ou les petites entreprises, c'est que vous êtes au four et au moulin. De temps en temps, vous avez votre casquette de vendeur, tout en sachant que si vous arrivez à vendre donc, une fois sur 10, il va falloir délivrer, donc il ne va pas avoir fallu raconter n'importe quoi non plus. Donc oui, c'est possible. En revanche, ça demande une gymnastique qui est très compliquée. Ça demande de développer des skills que notre population n'a pas. Parce qu'on commence par le comment. Parce qu'on est hyper rigoureux sur toutes les raisons qui font que ça ne va pas marcher. Et tout ça, quelque part aussi, nous diminue en termes de statut social parce qu'on a des personnes qui racontent des choses compliquées en expliquant toutes les raisons pour lesquelles ça peut ne pas marcher. C'est pas très vendeur tout ça. Donc, il faut qu'on prenne notre casquette en fait de vendeur tout en sachant les limites de ce qu'on raconte. Et quand on a vendu, il faut qu'on ait de la personne qui délivre avec les équipes et qu'on soit hyper rigoureux, scientifique, informaticien et tout. Oui. Pas être dans le mensonge, donner envie, s'adapter par rapport à son interlocuteur, lui parler le même langage, en tout cas lui parler hein, Oui, voilà, en fonction de son métrique et de ce qui est important pour lui. Voilà. Et comme tu dis, changer de casquette en fonction de la situation. ouais. Très clair. Mais je vais aller jusqu'au bout. Si, c'est un peu caricatural. Imaginons qu'il n'y a qu'un seul projet et il y a un risque à ce projet qui est inhérent à ce projet. C'est pas l'optimisation. Et en face, il y a quelqu'un qui se pose la question du risque ou pas du risque, etc. En fait, à un moment donné, vous êtes obligé d'y aller parce que vous êtes là pour ça. C'est-à-dire, il faut prendre le pari d'eux. Je dis pas de mentir, mais allons-y, il y a de fortes chances que ça marche. Quand vous avez dit il y a de fortes chances, alors c'est pareil, ça peut marcher, mais si vous étiez de manière catégorique, il n'y a qu'un projet, il faut quand même le tenter parce que sinon, à l'inverse, dans 2 ans, vous n'aurez rien délivré, même pas tenté les choses. La data à ses débuts, c'est un pari parce qu'il n'y a pas de data pour justifier la data. Donc, il faut convaincre son auditoire de prendre ce pari, en fait. Ouais. Ça, je Et pense si que on ça, vous donne, si on ouais. vous donne pas cette chance-là, vous êtes dans une injonction contradictoire, il faut en sortir. Je veux dire que c'est pas tenable de rester dans une position où on vous demande la lune et on vous donne une pioche et voilà. Bien Donc sûr. faut se donner 6 mois, 3, 4, 5 mois pour convaincre, faire ses premiers essais, ses premières victoires. Mais au bout d'un moment donné, c'est épuisant mentalement, c'est une charge mentale pour un chief data officer de devoir raconter des histoires et d'avoir qu'une pioche et un bâton pour délivrer, aller sur la lune, quoi. Tout à fait. Pour rebondir, tu disais tout à l'heure, on a des profils où on a tout de suite commencé par le comment.
Ça, c'est vrai, tu as raison. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose dont je parlais il y a pas très longtemps, qu'aujourd'hui, de plus en plus, dans toutes les écoles de commerce, maintenant, il y a des couches sur les sujets data qui sont, enfin voilà, on en retrouve dans toutes les écoles de commerce maintenant aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a aussi toute une nouvelle génération de jeunes qui vont arriver dans les entreprises et qui vont avoir à la fois ce côté salesman un peu dans leur veine et en même temps une assez bonne compréhension des sujets data. Donc, je pensais à ça peut-être comme, je sais pas, hein, peut-être rester une bonne astuce d'essayer d'identifier dans son équipe ou dans les équipes à côté des jeunes qui peuvent avoir ce profil-là et qui vont peut-être aussi pouvoir vous aider à marketer. Alors, l'autre option qui est évidemment la grande classe, c'est de travailler avec Datalogy pour marketer vos... Parce que c'est ce qu'on fait, nous, voilà, on accompagne plein d'autres chief data officers sur ces sujets-là, hein, préparer leur pitch pour les codir, etc. Et faire, faire ce travail de salesman, accompagner en tout cas ce travail de salesman. Mais je pensais aussi, oui, peut-être identifier des jeunes qui ont fait des écoles de commerce, qui ont cette couche data et qui vont peut-être pouvoir donner un petit coup de main. En tout cas, ce qui est super important, c'est d'avoir quelqu'un qui va pouvoir challenger et faire le miroir des messages que vous avez envie de porter et qui va pouvoir vous dire oh là mais j'y comprends rien, être enfin voilà quelqu'un qui soit capable d'avoir Ouais. ce C'est retour, super ce miroir, intéressant. non? C'est super intéressant. Je vais compléter ce que tu dis. Je pense qu'au début, quand la data est pas très forte, en fait, c'est compliqué d'avoir dans son équipe ce jeune-là ou ces jeunes qui pourraient marketer. Et en fait, le rôle nous incombe. Pourquoi? Parce que vous êtes à la recherche du budget. Vous avez déjà du mal à recruter des fois des data analysts, des data scientists, des data engineers. Donc, il est hors de question qu'on vous donne du budget pour recruter un jeune. En revanche, dans ce que tu dis, ce qui me fait penser qu'il y a une très bonne idée, c'est d'aller chercher dans les équipes. Vous avez un COMEX, vous avez leur N-1, il y a forcément des gens qui vont être plus sensibles à vos sujets que d'autres. Ces gens qui ont des parcours d'ingénieurs, qui aiment bien ce que vous dites, ou c'est rationnel, ça leur rappelle les études, ils auront même un plaisir à parler de vos sujets parce que c'est des années où ils ont eu un plaisir à faire tout ça. Bah, eux, ça peut être vos champions dans l'organisation. Et donc, il faut trouver ces champions-là qui vont comprendre votre langage, qui vont avoir envie de tester parce que ça va les valoriser. Et donc, il faut pousser les sujets avec eux, il faut parler avec eux, il faut présenter avec eux. Et à partir du moment où ça a marché, le reste de l'entreprise va se dire, ah ouais, il faut faire comme Mathieu et Hélène ou Mathieu et Jean-Paul, etc. Et donc, les autres vont vouloir. C'est ce qui se passe quand vous travaillez dans des systèmes de franchise avec des adhérents. Faites un POC avec l'un des adhérents et si ça marche, les autres vont le vouloir. Donc, il faut trouver, en fait, parmi les membres du COMEX, parmi les adhérents, les gens qui sont plus appétents à ça, comme tu disais, Florence, et d'en faire nos champions. Pour faire un petit peu de lobbying. Très bien. Eh ben, Exactement. super, ben, je crois qu'on a tout doucement fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas encore. C'est le moment. On a Mathieu avec nous encore quelques minutes. Donc, si vous avez des envies de partage ou même des questions à poser d'ailleurs aux autres participants, n'hésitez pas. Voilà, vous avez le chat. Est-ce qu'il y a des questions, on a les voix ou c'est uniquement par écrit? Non, on n'a pas les voix. C'est uniquement Ah par d'accord. écrit, ouais. Selon votre expérience, c'est qui le meilleur allié du Chief Data Officer dans une entreprise pour vendre ses projets data? Ton top must, ton chouchou. Ouais. L'idéal, franchement, c'est d'avoir le PDG. Ah Parce que bah, vous êtes, faut t'es pas, comme ça, toi. non, mais il faut pas se mentir, c'est un sujet, c'est coûteux, c'est long et pour parler poliment, ça peut être vu comme chiant. Donc, le fait d'avoir le PDG, c'est hyper bien parce que c'est un enjeu de transformation. Ça, c'est vraiment l'idéal. Il a cette volonté et il va faire le pari avec vous sur ces quatre projets. Et même dans un monde parfait, il est OK pour que sur les quatre projets, il y en ait que deux qui marchent. Ouais, ok, très bien. Après, ça, c'est le premier contexte. Le deuxième, c'est que le PDG vous a embauché parce qu'il entend parler du big data, de la data science, maintenant de l'IA. Il se dit, je ne veux pas être le seul PDG à pas avoir mon équipe data et compagnie, mais donc il doit y aller, mais il ne sait pas trop, et donc il est ambigu là-dessus. Et dès qu'il vous a embauché, en fait, la charge de la preuve est chez vous. C'est un peu ce qu'on disait au début. Vous m'avez embauché pour faire ça, mais après, vous passez un an pour convaincre le groupe et compagnie. C'est hyper agréable pour le. Du coup, il n'a plus un problème avec lui-même et c'est schizophrène, il a un problème avec vous, vous devez le convaincre. Donc, et ça peut vous paraître bizarre parce que vous avez été embauché pour faire de la data et maintenant vous devez vous Ça, justifier. c'est un Très bien. cas, je l'entends tout le temps, hein. Ouais. Oui, mais c'est parce que en fait, vous êtes le PDG, il faut se mettre à la place des gens. Il entend partout, il a tout le marketing des Amazon, des Google, il en entend parler. Il va pas être le seul mec du marché à pas avoir d'équipe data, à pas faire d'essai là-dessus. Donc il se pose plein de questions, il dit allez, on y va. Il fait un petit investissement et vous le savez pas, mais c'est vous. Mais maintenant, plutôt que d'avoir des questions par rapport à lui-même en se regardant dans le miroir, ce qui est désagréable, maintenant les questions elles sont directes sur vous et c'est à vous de vous justifier. Et vous comprenez pas, vous m'avez embauché pour faire ça, mais vous me demandez qu'est-ce que je vais faire, à quoi ça sert et compagnie. C'est ça le paradoxe.
Donc, si le PDG est comme ça, pourquoi pas? Il faut trouver dans les membres du COMEX ou même dans les N-1 ce champion qui va avoir aimé ça, cette personne qui va vous poser des questions, qui, voilà, qui va vous raconter ce qu'il avait fait dans les études et qu'il avait fait de la régression linéaire, qu'il avait aimé ça, je ne sais pas quoi. Il faut choper ces gens-là, il faut creuser le sujet avec eux et il faut après avoir une victoire commune. Il ne faut pas avoir une victoire solitaire de la data, il faut que la victoire soit commune avec cette personne. Il faut qu'elle dise c'est génial, ça a marché. En plus, vous savez quoi? Ça a été hyper agréable de travailler avec Mathieu, on a fait plein de trucs. Et dans ce cas-là, vous faites la bascule parce que les gens vont se dire bah, je suis quand même, c'est quand même bête d'être le seul qui ne travaille pas avec Mathieu alors que ça a marché avec Hélène, Jean-Paul, etc. Ok, très bien. Une autre petite question sur les sujets exploratoires dont tu parlais avec le fameux signe noir. On a besoin du business et de ses experts métiers. Comment est-ce qu'on peut réussir à engager le business pour nous suivre dans cette exploration? C'est cette prise de risque, comment est-ce qu'on les embarque? Est-ce que d'ailleurs, en général, est-ce qu'ils sont plutôt partants pour l'exploratoire? Ah, pareil, ouais, il faut démoyenner. Alors, la démarche pour moi, c'est il faut que vous fassiez vos paris sur les gens et sur les projets. Donc, idéalement, il faut choisir quelqu'un, COMEX, N-1, N-2, voilà, quelqu'un qui opère ce sujet-là. Et vous dites, ah, lui, il est partant pour ça, et en même temps, c'est un projet long hanging fruit. Le premier, on sent que ça va marcher, c'est de l'optimisation, etc. Une fois que vous avez créé ça, vous avez obtenu de la performance et idéalement une relation. La relation, c'est absolument clé parce que la relation, c'est la confiance. Si on a fait un premier truc ensemble qui marche, je vais être capable, si je suis Hélène, le client de Mathieu, je vais dire, bah, en fait, on a fait ce premier truc-là avec Mathieu, la relation était plutôt sympathique. Bah, tu sais quoi? Comme la confiance est créée entre nous, on va se prendre ce risque pour aller tester cette D'accord, chose-là. Et donc, ce risque, après, c'est toujours proportionnel à la personne à qui vous parlez. Donc, vous pouvez prendre ce risque parce qu'on peut faire un prototype, c'est cool, et la personne est ravie, et elle sait qu'elle pourra aussi briller avec vous si ça marche. Après, voilà, si vous parlez au COMEX et que vous avez fait deux, trois projets pour le COMEX, ça marche, vous pouvez être très clair en disant, il y a ce sujet, c'est à gros impact, mais c'est vraiment un pari R&D et on l'accepte. Mais parce que vous avez eu ces premières victoires et vous créez, à travers ces premières victoires, vous avez créé du lien et de la confiance. Donc, oui, il faut que les victoires soient communes et non pas solitaires. ouais. Et petite pour cranter ensuite sur la prise de risque. C'est ça. Et donc, il faut les intéresser petit à petit au sujet. Il faut que l'exploration, oui, se fasse avec elles. Après, vous pouvez tenter d'autres choses qui sont dans des situations plus conflictuelles. Vous faites des prototypes que au niveau data et vous allez. Mais c'est très compliqué comme genre de choses parce que quelque part, comme vous n'avez pas embarqué la personne, voire elle découvre quand vous parlez au PDG, bah, avec hyper sur la défensive, et vous en faites un ennemi. Donc, même si vous gagnez une victoire, une bataille, euh, vous n'allez peut-être pas en gagner d'autres. Ouais, ça va s'arrêter là. On lance pas la machine, quoi. Ça lance pas la machine. Ouais. Eh bien, super. Merci Mathieu. Est-ce qu'il y a encore une dernière petite question ou est-ce qu'on s'arrête là? N'hésitez pas si vous voulez. Il y a toujours de la place dans le chat. Merci. On va attendre de voir s'il y a une dernière personne. Mais en tout cas, merci beaucoup Alors, Mathieu d'avoir pris le temps de ces j'en vois retours d'autres. d'expérience. Oui? Je non, je sais pas si tu les vois, attends, il y a Elena qui nous. Elena, et il y a RAH, entre le Start with Why et Focus on a. Ah oui, excellent. C'est ça, ouais. Et C'était pas si, des j'en ai une questions, c'était des dernière. réponses, tout à fait. J'en ai une dernière. Lorsque tu étais officier, une fois ta roadmap projet établie et validée par le COMEX, qui était en charge de l'implémenter, est-ce que tu étais en charge de suivre même de loin sa mise en œuvre et son succès? Sur la roadmap data, Ouais. C'est oui, toi qui l'as implémenté ou pas? oui, complètement. Et donc après, il y a plusieurs configurations. J'ai eu des conversions où c'était mes équipes business avec mes équipes data. Donc ça, c'est plus facile parce que tout rapporte à Mathieu et donc tout le monde a intérêt que ça marche. Après, l'enjeu, c'est d'être. En fait, il faut que ça soit un enjeu d'équipe. Il faut plus que si vous êtes le chef, il faut que Hélène, votre client, et je sais pas chez vous, Marguerite ou Nicolas, il faut qu'en fait, ils aient les mêmes objectifs. C'est-à-dire qu'il y ait un seul objectif, data et business. D'accord. Après, évidemment, il y a un ratio pour savoir quelle est la responsabilité des uns et des autres, mais il faut que les victoires soient communes et les défaites soient communes, en fait, et que ça soit au niveau des équipes. Du moment où vous avez cette dynamique-là, où votre personne data dans vos équipes a le bon vocabulaire, travaille 100% du temps avec votre partenaire business, et bah, du coup, ça maximise les chances que ça marche. Il faut que la victoire soit commune, c'est-à-dire pas que business, mais data aussi. Si elle n'est pas data et qu'on ne parle pas de vous, bah, en fait, les gens ne vont pas comprendre que Que c'est grâce à la data. bah, oui, c'est comme un Didier Deschamps, en fait, quand il faisait Alors, il faudrait que j'ai une référence plus. Moi, j'ai une meilleure référence, mais il faut que le milieu de terrain
N'Golo Kanté, ou le, faudrait que je pense plus. Il faut qu'on Et le c'est valorise parce rugby qu'il en fait ce des passes. moment. C'est rugby, C'est Mathieu, en les, ce moment. hein, ouais, les passes décisives. Ouais, c'est ça, la passe décisive. Très, très bien. Eh bien, écoute, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir pris le temps de nous faire ce partage, ce retour d'expérience hyper rafraîchissant. Et puis, merci à tous de l'avoir suivi. Si vous avez envie de rester connecté, de profiter de plein de ressources, Culture Data, ben, n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre site internet, hein, datalogy-agency.com. Il y a plein d'articles. Il y aura bientôt le replay d'ailleurs de notre échange, mais il y en a plein d'autres. Et puis, si vous avez plus envie d'actu et régulièrement d'une petite touche d'humour, parce que ça fait aussi partie de ce qu'on aime bien partager, hein, Mathieu, toi aussi d'ailleurs. Ouais. Bah, merci à toi pour l'invitation, Florence. Après, j'ai peut-être pas été clair sur tout. Si jamais il y a des personnes là qui sont présentes qui souhaitent qui n'ont pas compris certaines choses et qui souhaitent en savoir plus, n'hésitez pas aussi à me mettre, Sur LinkedIn? à m'inviter dans vos contacts LinkedIn. Ouais. Eh bien, génial. On fait ça. Merci beaucoup, Mathieu. À très vite. Merci Florence. À très Bye bye. bientôt. Bonne Au journée à revoir. vous. Au revoir tout le monde. Bye bye.